Où est-ce que je suis? Est-ce que c'est l'enfer? Qu'est-ce que c'est que cette architecture étrange? Et ce polo? D'où est-ce qu'il sort? Bordel, il est fabuleux, je voudrais savoir qui l'a fait. Oh non. Oh, c'est encore pire. Non. J'ai parlé de bien des films pendant ces 4 dernières années. Des films drôles, des films pas drôles du tout, des films français, des films américains, et même parfois des séries et des jeux vidéo. Mais il y a un genre de film que j'ai jamais traité, ce sont les films d'horreur. Et pour une raison très simple, je déteste absolument tout à leur sujet, à commencer par leur concept. Vous voyez, dans la vie de tous les jours, un homme normalement constitué n'aime pas trop se faire peur, parce qu'il paraît que sinon les terroristes gagnent. Et pourtant, il y a une catégorie non négligeable de la population qui aime ruiner ses week-ends en se gavant le cerveau d'images improbables dans le seul but de faire des cauchemars et de souiller leur lit. Perso, si j'étais un conspirationniste, je penserais que ce serait un complot des homos. Les jeux vidéo d'horreur ont déjà plus d'intérêt à mes yeux, parce qu'à situation similaire, le joueur a l'occasion de réagir d'une manière qui lui paraît rationnelle, de temps en temps avec un fusil d'assaut. Ça crée des opportunités pour le jeu d'évaluer psychologiquement le porteur de manette. Quoique parfois le jeu se moque de vous pour être un trou du cul génocidaire, mais détourne le regard quand on lui fait remarquer que le vrai psychopathe, c'est celui qui imagine ce genre de scénario. Je vise personne Undertale. Bref, pour résumer, les films d'horreur, c'est pas mon genre. Et pourtant, les rares requêtes que j'ai eues jusqu'à maintenant, c'est que ça. Texas Chainsaw Massacre, la trilogie Spider-Man, les suites Disney, bref, il n'y a rien à faire, vous n'avez pas envie que je dorme la nuit. Alors, puisque c'est Halloween, on va parler une bonne fois pour toutes d'un film d'horreur, Sleepy Hollow de Tim Burton. Sorti en 1999, ce film est la 3e collaboration entre Tim Burton et Johnny Depp, après Ed Wood et surtout Édouard Romain d'Argent. Sleepy Hollow semblait donc un tremplin parfait pour que Tim Burton se déchaîne. Une de mes amies m'a d'ailleurs confié qu'elle avait régulièrement des cauchemars qui étaient directement imputables à ce film, qui doit donc être plutôt légendaire. Alors c'est parti, analysons. Le film commence à New York, avec notre inspecteur, Ichabod Crane. Ok, il est peut-être important de préciser que le film est adapté de la nouvelle du Cavalier sans tête, bien entendu, mais très légèrement. D'ailleurs, si vous n'êtes pas tout à fait au point sur la légende elle-même, je peux vous recommander la version Disney, condensée en 20 minutes et fidèle au matériel source, et pas effrayant une seule seconde, parce que Disney bien entendu. Pour en revenir au film, bien des critiques qu'on pourrait lui adresser sont balayées par le fait que l'adaptation est très légère et que c'est assumé, et néanmoins c'est un point très important et on y reviendra. Bref, Ichabod Crane, joué par Johnny Depp, qui est un inspecteur dans ce film au lieu d'être un maître d'école, est envoyé tester de nouvelles méthodes d'investigation scientifique à Sleepy Hollow, où 3 meurtres par décapitation ont été recensés. Il arrive dans la bourgade en pleine fête d'Halloween, où il fait la connaissance de Katrina Van Tassel, jouée par Christina Ricci, rendue célèbre par Casper, sous l'œil courroucé de Bron Von Brunt, joué par Casper Van Dien, rendu célèbre par Sharktopus vs Whale Wolf. Ce comparatif est certes tiré par les cheveux, mais pas dénué d'intérêt quand on compare leur rôle dans le film par rapport à celui qu'ils auraient dû avoir. Ensuite, il rejoint les pontes du village pour commencer son enquête. Les pontes du village? Bonne question. Il s'agit d'Albus Dumbledore, Alfred Pennyworth, Empereur Palpatine et bien entendu... Taisez-vous, Dursley, espèce de vieux truand. Cette scène marque le début des soucis. Premièrement, elle essaie de nous faire croire qu'il faut prendre Johnny Depp au sérieux en tant qu'inspecteur de police, malgré le fait qu'il joue comme ça. On les a retrouvés ensemble, décapités. Une semaine plus tard, la veuve Winship, elle aussi, décapitée. Alors comme ça, mademoiselle, vous me dites que quand vous vous êtes fait voler votre scooter, vous étiez... rue des Églantines? Ensuite, le film illustre le dit cavalier sans tête et nous révèle que l'acteur qui le joue n'est autre que Christopher Walken. Alors, j'ai absolument rien contre Christopher Walken, mais s'il faut le faire dans le rôle d'un méchant, faites-le comme dans Dangereusement Vôtre, le rôle d'un mégalomane cynique, parce qu'avec son regard si particulier, on peut pas faire autre chose de plus. En pratique, notre cavalier sans tête a 2 expressions faciales,
choqué par la mort d'un chaton et attristé par la mort d'un chaton. Et d'ailleurs, ma propre critique vient d'être balayée par le fait que 90% du film, le monsieur n'a pas de tête. Alors enchaînons. Dernier visage reconnaissable, Lady Van Tassel est jouée par Miranda Richardson, que vous reconnaissez peut-être de la série Blackadder. Bref, c'est bien beau les présentations, mais ça n'empêche pas le cavalier sans tête de faucher une nouvelle victime, ce qui nous amène à cette scène où Ichabod Crane se met en mode les experts et commence à démêler les fils de l'intrigue. C'est une scène un peu longuette, alors voici ce qu'il faut en retenir. Vous avez déplacé le corps? C'est exact. Il ne faut jamais déplacer le corps. La foulée est gigantesque. L'agresseur a rejoint et abattu Masbat, s'emparer de la tête du malheureux. Cette réaction chimique indique qu'un seul coup puissant a été porté à la nuque. La blessure a été cautérisée sur l'instant, comme si la lame était chauffée à blanc. Voilà. Maintenant, ma contre-expertise. 1. Le fait que l'assassin soit revenu sur ses pas ne nous apprend rien du tout. 2. T'as clairement manqué le cadavre. 3. Si c'est les feuilles qu'il fallait faire réagir, elles devraient pas parce que le corps a été bougé. Oui. Il ne faut jamais déplacer le corps. Oh, et bravo pour ta justification du pourquoi il faut pas le faire. Pourquoi donc? Parce que... Ah, mais attention, quelle mauvaise langue je suis. Il y a un 4e indice intéressant. La blessure a été cautérisée sur l'instant, comme si la lame était chauffée à blanc. C'est un élément intéressant qui permettrait de mettre Ichabod sur une piste. Alors maintenant, est-ce qu'il vérifie chez les gens si ils ont une épée ou une hache noircie par le feu? Bien sûr que non. Moralité, quel était l'intérêt de faire d'Ichabod Crane un inspecteur de police? La prochaine scène d'enquête n'est pas vraiment mieux. On y voit Crane faire l'autopsie d'un cadavre d'une femme pour s'apercevoir qu'elle était enceinte et que son bébé a aussi été décapité. Une découverte intéressante, sauf que c'est pas vraiment une piste puisque Dursley lui balance carrément le morceau 2 minutes avant. Jonathan Masbat n'est pas la 4e victime, mais la 5e. Le niveau scientifique qu'on nous présente est digne d'un responsable politique, mais c'est pas ça le pire. Continuons. Bref, cette nuit-là, Ichabod se balade dans les bois. Et suspense, il se fait subitement pourchasser par le cavalier sans tête, qui lui lance une citrouille embrasée au visage. Mais pas de panique, parce qu'il s'avère que c'est juste un stratagème de Brom, le prétendant à la main de Katrina. Alors oui, certes, c'est un des rares passages qui est tiré de l'histoire originale, mais là ça n'a aucun sens. Dans la version originale, Ichabod courtise allègrement Katrina Van Tassel, ce qui irrite Brom, le poussant à chercher un stratagème pour le chasser. Mais dans ce film, Crane n'a échangé aucune ligne de dialogue ni à Katrina, ni à Brom après le léger accrochage à la fête, ce qui représente quoi, 20 secondes à l'écran? Brom n'a aucune autre raison de haïr Crane, ou d'entraver l'enquête, à moins que ce ne soit lui le tueur. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas le tuer? De toute façon, c'est une question stupide. Brom n'est pas le tueur, puisqu'il meurt des mains du cavalier sans tête un peu plus tard. Mais comme il n'apparaît que rarement à l'écran, à ce moment-là, j'avais même pas tilté que c'était lui. Adapter librement, c'est bien, mais il faudrait voir à ce que ce soit cohérent aussi, parce que là, ce qui a été enlevé est bancal, et ce qui reste ne tient plus debout. Ajoutez à ça le fait que les effets spéciaux ont vraiment très mal vieilli, et ce film commence vraiment pas très bien. Bien, maintenant que nous savons que toute la subtilité de l'œuvre originale est passée par la fenêtre, voyons voir qui va se faire décapiter ensuite. Pourquoi pas Dursley, tiens? Et c'est à ce moment-là, alors qu'il reste encore plus d'1 heure de film, que l'on dévoile que le cavalier sans tête est... un cavalier sans tête revenu des enfers par magie noire, invincible et assoiffé de sang. Oh bordel, il peut pas se passer une scène sans que je trouve quoi que ce soit à critiquer. Donc, récapitulons, le film confirme que dans l'univers de Sleepy Hollow, la magie noire existe, ce qui rend le fait qu'Ichabod soit un inspecteur de police encore plus débile. Non seulement il passe pour un con chaque fois qu'il essaie de déduire quoi que ce soit, on a vu que c'est arrivé, ça recommencera quelques scènes plus tard, mais en prime, le film nous fait bien comprendre qu'il ne déduira pas l'identité du cavalier en utilisant la science. Je rappelle la mission d'Ichabod, enquêter à Sleepy Hollow afin de valider les méthodes de police scientifiques. Johnny Depp ici est le pion de l'intrigue au lieu d'en être le moteur. Chaque fois qu'il est censé faire un pas en avant, il recule, et tout ça parce que Tim Burton a voulu transformer un maître d'école en inspecteur de police. Ah mais vous allez me dire, tu comprends pas, l'évolution du personnage de Crane c'est quand il découvre que la magie existe? Et je vais te répondre que non, parce que vous voyez, immédiatement après la grande révélation, Crane tombe dans les vapes et un flashback de sa mère qui a été tuée parce que c'était une sorcière. On pourrait imaginer que c'était faux, mais comme il a déjà été établi que la magie existe, Ichabod a vu voler sa mère et gribouiller des incantations. Il sait donc que la magie existe, et pourtant il essaie de passer pour l'inspecteur farouche qui ne croit qu'en la science. Comparons ce film à Sherlock Holmes, qui est bien meilleur.
Sherlock Holmes doit y élucider une série de crimes commis grâce à la magie noire. Tout au long du film, les personnages doutent graduellement de leur certitude que la magie n'existe pas, ce qui rend la tension de plus en plus insistante et la charge sur les épaules de Sherlock de plus en plus lourde. Ce qui, en définitive, rend le dénouement où Holmes prouve que tout n'était que tromperie beaucoup plus étincelant. Ici, la magie existe, elle est dévoilée au milieu du film, tout le monde le savait et le héros abandonne tout espoir de cohérence à ce moment-là. Et le pire dans cette histoire, c'est que le film, fallait le prendre au sérieux. Mais bon, là je vous ai expliqué pourquoi le fond tenait pas le bout. Accrochez-vous parce que la forme va y passer aussi. Maintenant que Lasmala sait que le cavalier sans tête vient de l'au-delà, ils vont voir une sorcière des bois, parce que oui, il y a une sorcière des bois, et c'est d'ailleurs, tout à fait curieusement pour un film d'horreur, le seul moment où les réalisateurs ont tenté un jumpscare. Et je dis bien tenté. Oui, il fallait prendre ceci au sérieux, mesdames et messieurs. On dirait un effet rejeté du film The Mask. Vous savez, le film qui est sorti 4 ans avant. La sorcière les renvoie vers un arbre maudit où ils retrouvent les têtes des anciennes victimes. Je ferai bien remarquer que ça n'a aucun rapport avec la nouvelle d'origine, mais comme diraient les Brexitaniens, je ne ferai que battre un cheval mort. Ah tiens, en parlant de cheval mort. Ichabod part donc à la poursuite du cavalier sans tête et en vient même à le défier en duel avec Brom en soutien. C'est d'ailleurs à ce moment-là que ce dernier meurt et Ichabod en profite pour tomber dans les vapes. Donc, maintenant qu'ils savent que le cavalier sans tête est invincible, Ichabod se met à la recherche de la personne qu'il a invoquée. C'est à ce moment-là qu'il va commencer à sérieusement flirter avec Katrina von Tassel, dans des scènes assez dissonantes où les voix sont très expressives grâce à un doublage français de toute beauté, mais où les expressions faciales sont zombifiées, le genre de truc dont on se moquait dans Twilight, ou, pour recaler dans la bonne époque, dans Matrix, l'autre blockbuster de 1999, où l'on se moquait de Keanu Reeves et ses expressions de salsifis lobotomisés. Ici, c'est censé être magique au point d'en recevoir des récompenses. Bref, il s'avère que Katrina est aussi adepte de la sorcellerie, et elle confie à Crane le livre « Les incantations pour les nuls ». Pour ce qui est de l'enquête, et alors qu'il commence à trouver les incantations un peu partout autour de lui, Ichabod soupçonne Balthus von Tassel. J'ai l'impression que nous brûlons. Et puisqu'on a établi que Crane est le pire détective au monde, devinez qui va mourir ensuite. En fait, non. On va faire durer le suspense. Puisqu'il faut élaborer, refaisons-nous cette scène au ralenti. Balthus sait qu'il est la prochaine cible du cavalier parce que ce dernier a tué sa deuxième femme hors caméra. Il se réfugie dans l'église où se tient une assemblée. Mais là, surprise, le cavalier ne peut pas se battre en terre sainte. Ce qui, je présume, en fait un Highlander, ce qui expliquerait pourquoi il décapite tout le monde. Bref, pour s'assurer le frag, et vous n'allez pas le croire, il arrache un bout de la palissade de l'église, s'en sert comme grappin pour attraper Balthus dans l'église, l'extirper et le décapiter. C'était censé être pris au sérieux! Balthus mort, il ne reste donc plus que Katrina qui aurait pu invoquer le cavalier sans tête. Mais Ichabod ne veut pas l'arrêter parce qu'il en est tombé amoureux. C'est pourquoi, le cœur brisé, il arrête son enquête et rentre à New York. Et c'est alors qu'en guise de Deus Ex Machina, Ichabod lit enfin le bouquin Les incantations pour les nuls et découvre que les maléfices que Katrina dessinait à droite à gauche étaient en fait des sortilèges de protection. Ah ouais, alors on te donne un bouquin qui est super important et puis toi tu daignes même pas l'ouvrir. Je sais bien que c'était fait exprès pour que les spectateurs dirigent naturellement leurs suspicions vers Katrina, mais là ça devient ridicule. Si ce type avait ne serait-ce que 2 neurones qui fonctionnaient correctement, ce film aurait duré un quart d'heure. Avec lui, dès qu'un truc peut merder, il va merder. J'espère sincèrement que quand il va rentrer à New York, la seule chose qu'il va recevoir c'est un bon coup de pied au derche. En définitive, Katrina est innocente et par un curieux hasard, c'est aussi la dernière cible du cavalier sans tête, qui en réalité était contrôlée par la deuxième femme de Balthus, qui avait feint sa mort. Comment est-ce qu'on peut feindre sa mort par décapitation? Et pourquoi la vieille, qui, ô coïncidence troublante, est aussi la gamine responsable de la mort du cavalier, et la sœur jumelle de la sorcière, ce qu'on découvre puisqu'on ne voit jamais le visage de la dite sorcière, avait envie de tuer les 3/4 du village? Pour être honnête, je m'en fous. Ce personnage est uniquement là pour rajouter des images
malsaine, sans raison, donc sans impact. Mais si ça vous intéresse tant que ça, allez-y, regardez le film. Je suis sûr que vous trouverez que son problème aurait pu être résolu en une seule série de décapitations plutôt que 50. On arrive donc à une scène où Lasmala est pourchassé par le cavalier sans tête, Ichabod subit le même traitement que le coyote et pourtant s'en sort indemne, il se retrouve à l'arbre maudit, le cavalier retrouve son crâne, dans un dernier instant qu'il fallait prendre au sérieux. Christopher Walken retourne en enfer en emportant son invocatrice avec lui, tout le monde est sauvé et Crane retourne à New York avec Katrina où le film coupe au générique avant que l'inspecteur ne reçoive le coup de pied au derche qui lui est dû. Et bah c'était bien de la merde. Dans cette adaptation de Sleepy Hollow, il y a des choses à recommander. L'atmosphère gothique par exemple, qui est prenante et bien plus sensée que dans d'autres productions de Tim Burton, n'est-ce pas Charlie à la chocolaterie? Mais en définitive, Sleepy Hollow est bien plus ridicule qu'il n'est effrayant. Aucun des choix faits par Burton pour enrichir une nouvelle d'origine n'est sensé. Et de temps en temps, ces choix entrent en conflit les uns les autres. Le fait que l'histoire soit criblée de trous aurait été excusable si le film faisait peur, et le fait que ce film ne soit jamais effrayant aurait été excusable si le scénario avait été cohérent. Mais là, on n'a ni l'un ni l'autre, et il nous reste un grand bol de pas grand-chose. D'ailleurs, vous vous souvenez de mon ami qui faisait des cauchemars à propos de ce film? Il est temps de la confronter. Allô Géraldine? Sleepy Hollow est nul, et t'es nul pour en avoir peur. Comment ça, c'est qui? Attends, je comprends pas. On se connaît depuis qu'on est tout petit. Mais si, c'est moi. C'est...